Bonjour, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien en ce dimanche matin, 43e, avant-dernière journée du 43e Salon du Livre de l'Outaouais. Mon nom est Julie Huard, c'est avec grand plaisir que j'ai accepté d'animer cette prochaine demi-heure avec un auteur que j'apprécie particulièrement, probablement tout comme vous d'ailleurs, et j'ai nommé Monsieur Michel Jean. Bonjour Michel. Salut Julie. Bonjour tout le Alors monde. avant qu'on se lance dans le vif du sujet ce matin, j'aimerais vous dire, pour vous qui nous écoutez de la maison, soit sur Facebook ou bien sur YouTube, on vous invite chaleureusement à prendre part à cette rencontre en nous écrivant vos questions dans la boîte de clavardage qui est prévue à cet effet à la droite de l'écran. Et puis, on va tenter de répondre à toutes vos nombreuses questions. Alors, sans plus tarder, je vous présente notre invité. Michel Jean est un écrivain inou qui veut dire en inou être humain. Il est aussi chef d'antenne à TVA et reporter d'enquête, trois métiers donc qui l'habitent. Il a fait des études en histoire et en sociologie. Vous m'arrêtez, Michel, hein, si jamais je fais une erreur. Là, hein? C'est bon. Il a publié 7 romans et dirigé 2 recueils de nouvelles. Il y a eu, entre autres, Le vent en parle encore. Il y a eu Amoun, Atouk, Koukoum, ce dernier qui a remporté le prix littéraire France-Québec en 2021, qui a remporté le prix du combat des livres à Radio-Canada et qui a eu un succès absolument fulgurant en Europe, en Allemagne notamment. Et c'est un livre qui raconte la sédentarisation forcée des Inuits à travers l'histoire de son arrière-grand-mère. Et puis, il y a ce petit dernier que j'ai ici avec moi, Tiohtià:ke, qui met en scène l'itinérance autochtone à Montréal, et c'est un livre qui est publié chez Libre Expression, et qui veut dire en langue mohawk Montréal. C'est ça que ça signifie, Tiohtià:ke. Alors Michel, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était au Festival des écrivains de Wakefield. Une fort belle rencontre d'ailleurs, et on peut dire qu'il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts depuis pour vous et dans la vie en général. Ouais, le monde a changé quand même, hein, en peu de temps. On regarde ce qui se passe en Ukraine, puis on se dit que les choses peuvent changer rapidement. Mais oui, ben moi, Tiohtià:ke a connu un bon début, si on peut dire. Ça s'est bien passé cet automne, puis le livre continue d'être lu, les critiques sont bonnes. Quand tu es un écrivain, on ne demande pas grand-chose de plus que ça, que les gens, je sais pas, quelque part au moins, s'intéressent à ce que vous écrivez et ceux qui le fassent l'apprécient. Qu'est-ce qui explique cet immense succès que vous avez soudainement? Ah, ben un peu de chance quand même. Je pense que ce qui est arrivé, c'est beaucoup une conjoncture d'événements. Cocom est paru en 2019 et Mm-hmm. quand le roman est sorti, personne n'en a parlé à part le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Une amie journaliste avec moi qui, sans doute, qui pitié un peu de moi, fait que on en a parlé à ce moment-là, mais sinon, personne, je veux dire, mais personne, aucun média, personne. Cocom été retenu pour aucun prix littéraire, même pas finaliste au prix du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ma région natale, où le premier critère est d'être un auteur originaire de la région. Tu sais, il ne s'est rien passé. Mm-hmm. Puis, est arrivé, à un moment donné, un événement, moi, je pense que c'est un événement important au Québec, c'est la mort de Joyce Echaquan. Et Oui. quand la mort de Joyce, depuis une dizaine d'années, est arrivée la Commission Vérité et Réconciliation, l'histoire de Val-d'Or et des femmes autochtones là-bas, la commission vient. Donc, les gens étaient de plus en plus sensibilisés à la question des pensionnats, aux questions autochtones. Puis, Joyce, ce que ça a fait, je pense, c'est que ça a illustré, ça a comme cristallisé tout ça. Et là, les gens ont comme compris, parce qu'on entendait ce que les gens disaient. Et moi, je me souviens, tu sais, j'avais dit à mes patrons, on se pose la question, est-ce qu'on doit diffuser les propos des infirmières autour? Puis j'avais dit oui, parce que ces propos-là, ça fait longtemps que les Autochtones les entendent, puis il est temps que les Québécois les entendent à leur tour. Oui. Et là, je pense que les gens ont été interpellés, puis il y avait comme c'est pas une curiosité, mais un besoin de comprendre. Et environ un mois plus tard, Cocum, euh, je veux dire un an après sa publication, gagne le prix France-Québec. Je suis là, tout le monde en parle. Puis là, c'est comme si. Et Oui, là, on les gens vous a sont comme. vu. Tout le Ouais, monde vous a vu. c'est ça. Mais c'est comme si Cocum répondait aux questions des gens. Mais tu sais, le livre avait quand même bien fait parce que
même si personne n'en a parlé, on avait réimprimé plusieurs fois. Il avait fait une semaine, je pense, au 43e position, le palmarès Renaud-Bré. Mais moi, depuis que j'écris, mes patrons, ils me parlent du bouche-à-oreille. Tu sais, je veux qu'ils mettent des affiches, je fasse de la publicité, puis ils me disent tout le temps, non, non, Michel, ce qui marche, c'est le bouche-à-oreille. Mais moi, le bouche-à-oreille, je ne l'ai jamais vu. Tu sais, je pensais que c'était comme une manière de me dire, Michel, on n'a pas d'argent pour investir dans de la publicité. Là, à un moment donné, quand je vois que le livre était réimprimé comme ça, je me disais, écoute, est-ce que ça se peut que le bouche-à-oreille, ça existe pour de vrai? Il y a quelque chose qui Et donc, fonctionne, là. c'est ça, tu sais, je me dis peut-être que le livre n'est pas si mauvais que ça, que les gens lisent, en parlent, s'en parlent, se l'échangent. Et donc, je pense que c'est. Et là, Cocom est arrivé, puis il y a eu un gros coup de cœur pour l'histoire d'Almanda. Puis quand j'avais déjà commencé à écrire Joe Jagger, il s'est passé 2 ans entre l'apparition de Cocom et l'apparition de Joe Jagger. Et c'est pour ça que d'ailleurs, ça m'a fait très rire. Quelqu'un m'a dit, oui, Michel Jean s'est dépêché de sortir un autre roman. Ben non, j'avais commencé, ça faisait 1 an avant. Mais, et donc, quand Joe Jagger est arrivé, ben, c'est une autre histoire, c'est un autre environnement. Puis j'étais un peu inquiet. Les gens me disaient, ah, t'es-tu nerveux? Mais moi, je sais qu'il n'y aura jamais un livre aussi populaire que Cocum, parce que ça ne se peut pas. Je veux dire, on est rendu à 140 000 copies. Puis il est encore troisième, c'est ça, au palmarès Renaud-Bré cette semaine. Alors, moi, mais qui je suis sait? pas comme Qui ah, ouais, sait? mais... Ça dépend de vos projets, ça dépend de Ouais, mais la moi, mon prochaine but, c'est écriture. vraiment, c'est ça, mais mon but, c'est vraiment que le roman soit bon. C'est juste que quand les gens lisent le roman, alors je me concentre sur faire le meilleur livre possible. Donc, je pense qu'il y a eu la conjoncture des événements, le fait que Cocum apportait des réponses aux questions que les gens se posaient et l'ouverture de plus en plus grande des Québécois, je pense, à la réalité autochtone et à cette histoire qui est aussi leur histoire parce que ça se passe sur le territoire où on vit tous ensemble. Et c'est très curieux, Michel, parce qu'on Avec dirait ma tasse que... Cocum en passant tout le monde. Ah ben oui. Avec un petit cœur dessus. Est-ce qu'il y a un Ouais, petit ben cœur c'est ma dessus? Est-ce que cousine je veux... Jeannette qui me l'a donné. Non, j'allais dire, c'est curieux parce que on dirait que le public européen a un engouement absolument, même je dirais peut-être supérieur à celui des Québécois. Oui, puis ça me fait plaisir parce que, d'abord, quand on a gagné le prix France-Québec, ça me touchait parce que personne ne me connaît, moi, en France. Puis le prix France-Québec, bon, il y a un comité de pairs, de libraires, qui choisit les finalistes. Puis quand les finalistes sont choisis, les 10 finalistes, c'est des comités de lecture dans toute la France qui décident. Puis c'est donc des grands lecteurs. Mais personne ne me connaît. Tu sais, on ne peut pas dire que c'est parce que, tu sais, ici, les gens disent, ah, c'est bien, Michel Jean, t'es connu. Ben, en France, c'est zéro. David Goudreau était plus connu que moi là-bas parce que c'est un slammer. Donc, Ou en c'est le Allemagne, texte. en Allemagne Oui, encore c'est moins. ça. Donc, en France, tout de suite, ça a marché. Puis en Allemagne aussi, si ce n'est, ben, je ne vais pas dire plus, mais en tout cas, il se passe quelque chose en Allemagne. Et je pense que la raison pour laquelle, les gens aiment le livre. Les gens, je pense que le style d'écriture aussi, c'est un style d'écriture qui est tout en retenue, que moi j'essaie de travailler. Puis je pense que le public européen apprécie ça. Et aussi la question, parce qu'on m'en parle beaucoup, mais aussi les questions du droit Les des Autochtones. Autochtones, ça résonne très fort là-bas. Moi, souvent, les gens me disent, oh, c'est bien les Européens, tu sais, ils arrivent en autobus, les Français, puis ils débarquent à Wendake. Mais j'ai jamais eu de questions comme ça de médias ou de gens. Les gens sont souvent assez informés, me parlent de Trudeau, me parlent de François Legault, me parlent des pensionnats autochtones. Je veux dire, en Europe, ils regardent ça. Et c'est intéressant pour les Autochtones ici parce que ils voient le Canada de façon différente, surtout après la crise cet été, là, où on a commencé à trouver des dépouilles d'enfants sur les sites des anciens pensionnats. Donc, ils ont cette curiosité-là, puis c'est un public informé, un grand lecteur. Donc, actuellement, en France, ça va super bien. Il va éventuellement sortir en poche, Cocum. Maïkan est sorti, puis il va bien, qui le vend pas encore. Puis en Allemagne, Cocum a été 2 mois sur la liste des meilleurs livres en Autriche. Il y a eu plusieurs articles dans les journaux, puis à la TV. Puis Ato Kelinu va paraître au printemps. Je suis invité pour une tournée. Ça va se faire cet été, je pense, là, en Allemagne, en Autriche, puis en Suisse allemande. Je vais aller faire une tournée de 3 semaines en C'est France au mois incroyable. d'avril. Mais Toutes mes ouais. félicitations, c'est vraiment Merci. fantastique. Hein. Je vous suis sur Facebook, évidemment, puis je vois, Ouais, j'essaie de ah, pas trop en Michel, mettre pour pas Michel se fatiguer les gens avec ça. promène. Ah Ouais, ben non, mais ouais. on vous suit en même temps. On chemine sur les mêmes, sur vos traces. Je prends Joe Jackie. Je l'ouvre à la première page. Ouais. C'est écrit pour tous les Ellie, Lisbeth, Mary et Charlie
que je croise chaque jour dans les rues de Montréal. C'est grâce à eux que vous avez écrit ce livre-là et c'est grâce à ces personnes que vous voyez Ouais. justement en allant travailler chaque jour à votre bureau que vous avez écrit Joe Ouais. Jacquet. Ben, je voulais aussi donner une résonance à ces gens-là parce que quand un jour, j'avais mis une photo sur les réseaux sociaux, j'avais dit toi, tu vois un itinérant, moi, je vois Raymond de Pessamit. C'est un Inou. Quand on est autochtone puis qu'on voit l'itinérance autochtone, on reconnaît les Autochtones. Puis quand on en voit beaucoup, on sait que c'est un symptôme de quelque chose. Tu sais. Les gens ne les remarquent pas toujours parce que, bon, tu sais. Moi, j'ai écrit Joe Jagger parce que, comme, pardon, tu l'as dit tantôt, Julie, c'est un livre sur la sédentarisation forcée. Je voulais montrer comment les Autochtones ont été forcés de sortir de leur territoire. On les a mis dans des réserves, on a pris les enfants, on les a mis dans des pensionnats pour tenter de les assimiler et régler le problème autochtone. Mais évidemment, on est encore là. Et les pensionnats sont fermés. Il n'y a plus personne qui va dans ces pensionnats-là. Mais les communautés vivent encore avec les blessures des pensionnats parce que les ex-pensionnaires ont eu des enfants. Il y a beaucoup de problèmes sociaux dans les communautés qui sont apparus après l'ouverture des pensionnats. Puis ces gens-là ont eu des enfants, n'ont pas toujours été des parents parfaits. Ces sociétés qui sont devenues plus difficiles ont généré d'autres problèmes. C'est ce que nous, on appelle les blessures intergénérationnelles qui existent. Puis explique, entre autres, beaucoup de problèmes. Puis entre autres, pourquoi on voit beaucoup d'itinérance, beaucoup de gens qui se retrouvent en prison dans les communautés autochtones. Donc, le héros, Élie, n'est pas un pensionnaire ou un ex-pensionnaire, mais ses parents l'étaient. Et sa réalité à lui. Donc, Kokum, c'était le passé, puis Joe Jagger, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est le portrait de la situation maintenant. Et ces gens-là existent. Donc, il y a beaucoup des personnages comme Élie, comme les sœurs Napatuk, notamment, qui sont dans le roman, qui sont inspirés de gens qui ont vraiment vécu. Puis la raison pour laquelle je fais ça dans mes romans, c'est parce que je trouve que c'est comme pour donner une visibilité à ces gens-là, les inscrire dans quelque chose de public. Et aussi, tu sais, des fois, les gens vont dire « Ouais, t'exagères, Michel. » Ben non, j'exagère pas. Regarde, c'est arrivé à telle personne exactement de cette manière-là. La scène, par exemple, dans Joe Jagger, où ils s'en vont, ils les amènent en forêt pour se ressourcer puis se rebrancher. J'avais pensé à écrire un truc comme ça, tu sais, je me dis, il me semble. Puis là, quelqu'un m'a parlé d'un documentaire qui était fait où on a fait exactement ça. On a pris des gens puis on les a amenés. Puis là, j'ai regardé le documentaire, c'était exactement comme dans mon roman. Sauf que les gens, ce qu'ils disaient, les Autochtones qui étaient là-bas, était plus fort que ce que j'avais écrit, je trouvais souvent. Il parlait avec tellement de force que par bout, j'ai repris, bon, j'ai réécrit, mais j'ai repris leurs propos, qu'est-ce qu'ils exprimaient, si on veut, parce que je me disais, tu sais, ça mérite d'être vu, connu, entendu. Donc, quand on lit Joe Jagger, tu sais, des fois, tu peux dire, ouais, tu sais, c'est Michel Jean. Non. Beaucoup des choses, tu sais, comme quand un, il dit, tu sais, on a le choix de prendre le chemin, puis, mais il y a d'autres chemins aussi, les chemins des anciens. Tu sais, les gens peuvent dire, ouais, mais tu sais, c'est un. Non, c'est quelqu'un qui l'a dit, qui l'a vécu. Donc, j'essaie de faire ça, de mélanger ou de croiser la réalité avec la fiction dans mes romans. C'est un petit peu aussi le retour à la nature, parce que vous ramenez vos personnages d'où ils viennent. Et puis, ça fait longtemps qu'ils sont pas allés en forêt, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas marché dans la neige, qu'ils n'ont pas entendu le crunch de la neige en dessous de leurs pieds, qu'ils n'ont pas mangé de la viande sauvage. Alors, ils sont perdus dans une ville, puis ensuite, vous les ramenez à la campagne, dans la nature, d'où ils viennent. Puis, en quelque part, il y a un sens de la vie qui se retrouve là. Mais c'est parce que, vous savez, tu sais, Julie, le territoire est ce qui nous définit. D'abord, quand on est l'autre jour, quelqu'un me demandait, j'avais fait du papier à lettres, justement, parce qu'en Europe, souvent, je suis obligé d'envoyer des trucs, puis c'est écrit Mastoyache, Michel Jean. Puis, Jean, pourquoi tu dis toujours que tu es un Inou de Mastoyache? Ben, j'essaie d'expliquer. J'ai jamais vécu à Mastoyache. Parce que moi, j'ai grandi à Alma. Mais, je suis un Inou de ma bande. Ma communauté, c'est Mastoyache. Je ne pourrais pas dire que je suis un Inou de Pessamit, par exemple. On est identifié à un territoire, à une communauté. Et ce territoire-là, il fait partie, veut pas, de l'identité des Autochtones. Pour tous les Autochtones, à différents degrés, et même si, comme moi, il n'y a pas vécu dans le bois, etc.,
Ça fait partie de l'histoire que j'entendais quand j'étais jeune, de ce que ma grand-mère me racontait. Tu sais, ça fait partie de notre imaginaire, puis c'est encore là. Et ça, je pense, ça ne partira jamais. Mhm. Vous dites aussi, Michel, à la deuxième page de Joe Jackie, personne ne veut entendre les mots dont je souhaiterais me libérer. Et ça, c'est pas vos mots, ce sont ceux de Louis-Carl Picard-Sioui. Mm-hmm. Quels sont ces mots M-O-T-S, puis j'oserais dire mots M-A-U-X aussi. J'invite les gens à lire Louis-Carl Picard-Sioui, qui est un auteur Wendat, qui écrit un très beau roman qui s'appelle Chronique de Kuchiki, la garde débarque, parce que c'est un auteur qui est très différent de moi, par exemple, puis qui écrit une autre réalité, puis je trouve ça vraiment le fun. Vous savez, dans, dans Cocum, là, le personnage, dans Joe Jackie, le personnage d'Élie, il parle souvent du monstre qui est en lui, qui est son passé qui traîne, qui est le fait qu'il a tué son père, puis qui traîne ça, puis... Qui n'est pas un secret, là, c'est pas un secret si vous lisez, ouais. parce que ça commence comme ça, hein? C'est ça. Oui, il y a une scène de meurtre dès le départ. Et donc, ce monstre qui traîne tout au long, puis qui est comme un poids, puis qui l'angoisse, pour moi, c'est un peu une allégorie de l'héritage des pensionnats autochtones que les jeunes traînent encore aujourd'hui, qui n'est pas d'eux, mais qu'ils ont dans le ventre, puis qui traînent. Et le combat d'Élie, ça va être de se débarrasser de ce poids-là. Puis il va tenter de le faire entouré de gens autour qui vont chacun à leur manière, des fois gros de même, des fois gros comme ça, essayer de l'aider. Puis cette solidarité-là, elle existe dans les communautés autochtones urbaines. Moi, je l'ai vu très souvent s'exprimer. Donc, ces mots dont il veut se libérer, c'est rien de beau, c'est rien de sexy, c'est rien d'intéressant, et personne ne veut voir ça. Mais on est beaucoup à vivre avec ça en dedans. Il faut que ça sorte d'une manière ou d'une autre. Il faut qu'on s'en libère. Alors, c'est l'histoire de Joe Jaggi. Dans quelle mesure il vous ressemble? Élie? Mm-hmm. Dans quelle mesure? Par sa sensibilité, je pense. Je pense que j'ai donné un peu de ma sensibilité. Et par le fait que même si la situation dans laquelle il se retrouve est difficile, il reste quelque part quelque chose en lui-même qui s'appelle de l'espoir. Puis, il perd jamais complètement espoir, même si des fois il perd espoir, ça revient. Ça, c'est un peu dans ma nature à moi. Je suis une personne qui aime voir le côté positif ou des choses. Sinon, j'ai de la difficulté à vivre avec juste de la noirceur. Ce qui fait que dans mes romans, il y a souvent, même si... Tu sais, dans Joe Jaggi, on parle d'itinérance autochtone, tout ça. On parle de gens qui sont dans la rue. Ça commence avec une scène de meurtre, mais c'est pas un livre qui est noir. Je dis souvent que c'est comme... en fait, l'histoire de Joe Jaggi, c'est comme... Il y a comme un drap qui est devant le soleil. Puis on est dans l'obscurité ici. Mais l'histoire de Joe Jaggi, c'est les trous qu'on perce dans le drap pour laisser passer la lumière sur le personnage jusqu'à ce que le personnage se retrouve dans la lumière. Et ça, moi, je suis un peu idéaliste comme ça, ouais. Idéaliste ou, comme vous dites, vous avez de l'espoir, est-ce que j'ose vous demander si vous croyez réellement en une réconciliation? Est-ce que ça existe vraiment? Oui, mais... C'est possible? Oui, mais je reprends l'expression de mon ami Elisabeth Isaac, qui avait écrit une très belle nouvelle dans le recueil Wabke que j'ai dirigé au printemps passé. Elisabeth, un jour, elle a dit, je me suis dit, waouh, ça c'est vrai, ça. Elle a dit, dans l'expression vérité-réconciliation, il y a un mot très important. C'est le mot vérité. Puis avant de passer à la réconciliation, ben, il faut que toute la vérité soit exposée, que les choses soient dites et que les choses soient réglées. Ensuite, on va pouvoir. Et on n'a même pas fini de dire encore à ce niveau-là. Non, tu sais, moi, par exemple, des fois, il y a des choses qui me blessent. C'est comme, je voyais à un moment donné, vous vous souvenez de le drama autour du fait que les Canadiens de Montréal, l'équipe de hockey, ont dit en début de saison, les Canadiens reconnaissent que le match sera joué sur un territoire Mohawk non cédé. Là, c'était la panique. Moi, j'étais en Allemagne à ce moment-là. Puis, non, Montréal n'est pas un territoire Mohawk. Puis là, tu avais plein d'historiens
québécois puis de gens qui disaient non, 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 quand on a créé Montréal, les Mohawks ne vivaient pas sur le territoire, c'est pas à eux. Mais d'abord, il faut savoir que les Iroquois, dont font partie les Mohawks, là, ils s'installent sur des semi-nomades, c'est pas comme les Inuits. Ils s'installent à un endroit, ils font de l'agriculture, ils font pas de jachère. C'est le groupe qui est en jachère. Quand l'agriculture baisse, ils déménagent ailleurs. Alors, quand ils sont arrivés, Jacques Cartier est arrivé à Montréal, il y avait un village, puis quand 65 ans plus tard, quand Champlain est arrivé, ils n'étaient plus là, ils étaient ailleurs. Mais dire que c'est pas un territoire, c'est comme si, mettons, je roule entre Gatineau puis Montréal, puis à un moment donné, tu sais, je vois juste du bois. Il n'y a personne qui habite là, tu sais, c'est comme désert. Ben, c'est comme des Chinois arrivaient et disent, ben, on peut construire une ville, là, hein, ça appartient à personne. Il n'y a personne qui vit là. Tu sais, il n'y a personne qui vit là, donc ça va être une ville chinoise. Hein? Ben, c'est ça. Alors, tu sais, ces choses-là, encore, c'est comme une manière de nier le fait que Montréal. Je veux rassurer les gens, je ne pense pas que les Mohawks ont l'intention de remplacer la place Ville-Marie par des maisons longues. Mais, tu sais, juste reconnaître un fait qui, pour tous les Autochtones, est véridique. C'est que, je veux dire, il y avait des Autochtones qui ont vécu là, qui sont déplacés, qui sont passés par là. Mais on n'est pas capable encore de dire ça sans qu'il y ait des gens qui s'opposent ou qui se sentent menacés. Puis je le comprends chez certains Québécois de se sentir menacés parce qu'au Québec, on s'est toujours senti comme des victimes. C'est-à-dire que les francophones, je parle. Oui. Parce que, bon, victimes de la conquête, abandonnés. La colonisation. Oui, puis des Français qui nous ont abandonnés après la bataille des Plaines d'Abraham, des victimes des Anglais, Lord Durham qui a voulu assimiler les francophones, le français qui est une langue qui est sous assaut en Amérique du Nord, tu sais, j'en suis, moi, puis c'est vrai. Fait que donc, dans l'histoire collective des Québécois, c'est David contre Goliath. Oui. Mais quand les Autochtones arrivent dans l'histoire, c'est parce que là, les Québécois deviennent le Goliath du David autochtone. Ça ne marche pas dans le narratif. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça. C'est juste de se dire qu'il n'y a pas de David contre Goliath. Tu sais, il y a juste une histoire commune qu'il faut accepter qui est là. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mais il faut que ces choses-là, on puisse les dire si on veut. Puis après ça, la réconciliation, il faut s'entendre, ça va être long, ça va être compliqué. Puis ça aussi, c'est des défis. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec l'exploitation du territoire? Je voyais là, il y a 2 semaines, gros projet d'éoliennes dans le coin, sur les terres du séminaire. Ça, c'est derrière le Mont-Saint-Anne à Québec. Plus gros terrain privé, terre du séminaire, ça appartient aux frères privés. Je veux dire, c'est en pleine Nitassinan, ça. Alors, on a un gros projet. Mais il n'y a personne qui a parlé aux Inuits de ça. C'est sur le territoire. Tu sais, quand on parle de territoire non cédé, on est encore à faire des projets sans parler aux Autochtones. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de chemin, mais on pense partir des choses. Et on est encore en train de découvrir des petits corps d'enfants enterrés derrière des pensionnats. Ça existe. C'était l'année dernière, là, en 2021. Oui, puis il va y en avoir d'autres. Puis il va peut-être en avoir au Québec. Parce qu'il y a quand même eu des pensionnats au Québec. Je veux dire, dans ma famille, il y a une cousine de ma mère qui est disparue, est enterrée, on ne sait pas où. On a fini par savoir, 50 ans plus tard, qu'elle est enterrée au cimetière de Ganawagi, anonymement, on ne sait pas où. Elle est supposément tombée malade. Elle a-tu agressé, battu, vraiment tombée malade? On ne le sait pas. Ils l'ont juste amenée à Montréal, supposément pour la traiter. Elle n'a jamais été revue. Puis on n'a jamais su où elle est enterrée, à part, comme je vous disais, il y a quelques années. Alors, ça, c'est une personne, mais il y en a beaucoup d'autres. Alors, ces choses-là, ça fait aussi partie de l'histoire du Québec. Il faut juste l'accepter. Est-ce que vous croyez encore en la bienveillance, Michel? Ben oui. Ben oui. Moi, je veux dire, je regarde, par exemple, ce qui se passe en Ukraine actuellement, puis on est beaucoup à être touché par le courage des Ukrainiens, par l'indignation qu'on voit partout, même chez une bonne portion de la population russe, ailleurs, tout ça. Fait que je crois à ça. Je crois moi, qu'il y a des valeurs humaines qui sont universelles, qui nous habitent tous, dont on n'est pas toujours digne, tant au plan personnel dans nos vies que comme société, dans nos actions collectives. Mais il y a dans l'homme ça. Il y a le laid, mais il y a le beau aussi. Tu sais, il y a le monstre dans le ventre d'Élie. Juste en vidéo. Mais il y a le beau aussi qui est dans le regard de Lisbeth. Alors, oui, tu sais, puis c'est un combat toujours entre le bien et le mal, ou entre l'obscurité et la lumière, tu sais. C'est pas aussi manichéen que ça, mais je pense qu'on aspire tous à quelque chose qui est mieux que nous. Puis ça, ben, ça nous pousse vers la lumière plutôt que l'ombre. Est-ce que pour vous, l'écriture est en quelque part un devoir de mémoire? Ou est-ce que c'est un plaisir, ou est-ce que c'est un peu des deux, peut-être? C'est tout ça, en fait. C'est-à-dire que
j'écris pas que sur des thèmes autochtones, mais j'écris souvent sur des thèmes autochtones. Quand je le fais, j'écris d'abord pour les Autochtones. Parce que notre histoire n'est pas dans les livres d'histoire, puis il n'y a nulle part. Puis on est invisible. Je veux dire, tu sais, prenez les médias. Moi, je suis le seul journaliste à la TV qui est autochtone. Puis il y a une journaliste du Devoir, Mhm. Marie-Michel Sioui, qui signe, puis qui est autochtone. Tu sais, il y en a qui commencent à y avoir sur des sites web. Tu sais, Espace Mhm. autochtone à Radio-Canada, c'est essentiellement des Blancs qui travaillent là. Ils ont réussi à engager des gens, des jeunes. Tu sais, on Ça est nulle commence à part. changer, par exemple? Ça, ça, Oui, ça c'est ça, commence à changer. tranquillement. Mais Tranquillement. si Mais c'est nos ça. petits Mais nous, livres, on est. Oui, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'on est nulle part. Donc, j'ai écrit pour que les gens soient fiers de leur histoire, puis se voient quelque part. Puis j'écris pour que les Québécois voient l'autre point de vue de l'autre l'histoire, point de sans vue. juger, sans montrer personne du doigt. Puis en même temps, j'écris parce que j'aime ça, écrire, puis ça me permet de m'exprimer sur des sujets qui, pour moi, ont de la valeur. Parce que, tu sais, dans mon métier de journaliste, si vous regardez le TV à midi que j'anime, il n'y a aucun des sujets qui est là parce que moi, je trouve que c'est le fun. C'est toujours parce que c'est l'intérêt du public. Les gens, on doit les informer, ils doivent avoir le meilleur de l'information qu'on est capable de leur Mhm. donner. Mais quand j'écris des livres, je ne me pose pas ces questions-là. Mhm. De quel sujet, toi, Michel, tu as envie de parler? Ça me prend 1 an à 2 ans à écrire un livre. Tu sais. Fait que je suis plongé dans une histoire, puis il faut que je l'aime moi d'abord. Donc, c'est plus personnel. Puis après ça, j'espère que les gens vont l'aimer, évidemment. Ben, je pense que la réponse est là, Michel. Tant mieux. Des fois, on rentre en librairie, puis il y a vos 4 livres qui sont là. C'est Ouais. incroyable, c'est fantastique, c'est le plus grand désir d'un écrivain, je pense. Ouais, j'y crois pas tout le temps, moi non plus. Quand vous, Mais je le prends, l'amour des lectrices et des lecteurs. ben, je pense que vous êtes un enfant chéri du Québec, je le crois. Quand vous écrivez, Michel, est-ce que vous écrivez dans le silence ou est-ce que vous aimez écrire dans l'action, par exemple? Les deux. J'écris beaucoup exactement où je suis là en train de vous parler aujourd'hui dans ma cuisine. Tôt le matin quand je suis capable. Tu sais, ce matin, j'ai écrit 2 heures avant la rencontre. Mais en même temps, j'aime écrire dans les cafés parce que j'aime l'ambiance autour de moi. Je me mets de la musique dans les oreilles ou pas. Je suis capable de me plonger dans mon histoire. Donc, je suis dans le silence, que le silence soit autour de moi ou pas. Tu sais, je- écrire, pour moi, c'est vraiment plonger dans un récit. Et parfois, ce qui me fascine, c'est l'histoire que je raconte, comment je dénoue les fils, tout ça. Parfois, c'est les mots qui viennent facilement. Tu sais, c'est rare, par contre, là. Moi, souvent, je suis quelqu'un qui bûche sur son texte. Mais Ah oui? c'est. Ah oui? Ah oui, souvent, ouais. Souvent, en fait, ma première version, j'aime mieux l'écrire qu'attendre que ce soit beau. Puis après ça, je retravaille le texte une deuxième, une Mhm, troisième fois. Parce que mhm, tant que le texte n'est pas écrit une première version, le livre n'existe pas. C'est juste comme une idée dans ma tête. mhm, Tu sais, l'histoire est dans ma tête, puis il n'y a pas de livre. Mais quand c'est écrit, même si c'est tout croche, ça existe. Tu sais, c'est un objet. mhm. Tu peux travailler. C'est comme une sculpture que je suis capable de peaufiner. Puis, tu sais, je vais commencer avec une hache, puis je vais finir avec du papier sablé fin à la fin. Je vais enlever un mot par Ah deux ben pages, un oui. truc comme ça. Tu sais. Fait que, alors c'est ça. Moi, écrire, c'est. Aujourd'hui, c'est quelque chose dont je ne pourrais plus me passer. Parce que ce que je ressens souvent quand j'écris, c'est dur à décrire, mais c'est comme je suis comme dans un état. Je ressens ce que les personnages ressentent. Il m'arrive de pleurer quand j'écris une scène. Je parle tout le temps, tu sais, parce que souvent, ce que j'écris, je le dis. Fait que les Mhm. gens, hein, qu'est-ce qu'il dit? Ah, excusez-moi, je suis en train de lire quelque chose. Fait que je parle en même temps. Fait que, ouais, c'est une drôle de bébête, je pense. Une fois que vous avez vos personnages, puis qu'ils sont bien typés, est-ce que c'est eux qui décident ou si c'est vous? Non, ça, j'entends souvent les gens dire ça, mais j'aimerais savoir ça parce que je pourrais m'asseoir puis me mettre les pieds sur le pouf puis les regarder aller. Mais non, c'est tout le temps moi. Par contre, ce qui arrive, c'est que souvent, le personnage se développe au fur et à mesure que l'histoire avance. Tu l'as vu de telle manière, il se passe telle chose. Et tu sais, le personnage, tu commences à l'aimer, puis au fur et à mesure qu'il avance, qu'il est présent dans le récit, ben, sa personnalité se précise, même pour moi. Puis il va me donner des idées, tu sais, ce que je vois là, ce que j'écris, tout ça va me donner des idées. Donc, tu sais, oui, on peut dire que d'une certaine manière, tu sais, c'est comme lui qui va me dire quoi dire, mais en réalité, tout ça vient du fait que quand j'avance, ça se bâtit. Alors, j'écris avec en tête l'histoire, mais je me garde toujours une portion où je peux improviser, modifier,
changer des choses Mhm. dans mon récit, tu sais. Quand j'ai écrit Cocum, c'était pas écrit au jeu. J'étais rendu à 60 pages. Je trouvais que ça marchait pas. J'ai tout recommencé, je l'ai mis au jeu. Euh, fait que, tu sais, puis après ça, tu sais, c'est sûr que quand, mettons, Élie parle, j'essaie de me mettre dans la position, qu'est-ce qu'Élie, Mhm. mais je suis un APO ressent. Puis si tu es comme lui, dans telle situation, que tu as toujours vécu dans une communauté fermée, que tu te retrouves à Montréal, ou tu as une ville que tu n'as jamais vue, qu'est-ce que tu ressentirais quand tu es là? C'est ça qui va guider le personnage. Donc, Mhm. le personnage auquel tu donnes vie à travers ta tête, il va vivre des choses qui deviennent évidentes, qui s'imposent de soi, mais c'est parce que tu as créé les conditions qui ont créé ce personnage-là. Je ne sais pas si c'est clair pour les gens, là, mais Je ce que pense je que veux dire, c'est oui. qu'on crée, on crée des conditions qui poussent le personnage dans l'histoire, puis toi, après ça, tu essaies de le garder comme ça. Et est-ce que vous avez dû faire des recherches sur le terrain pour y arriver? Est-ce que vous êtes allé interviewer des Ellie et puis des Mary sur le terrain pour connaître leurs états d'âme profonds? Ben, j'ai parlé avec beaucoup d'amis, beaucoup de gens. J'ai fait plus de l'observation que de la recherche pour interviewer les gens. Squawcabo, c'est un endroit, comme journaliste, j'étais souvent appelé à y aller. Quand j'étais sur le terrain, là, j'en fais moins. Le Pardon. Squawcabo, pour les gens de l'Outaouais, c'est un endroit où les itinérants se rassemblent en plus grand Ouais, nombre, hein, c'est à ça. C'est en face Montréal. de l'ancien Forum de Montréal, au coin de la rue Sainte-Catherine et Atwater. Donc, on est dans le centre-ville. Et, euh, et donc, tu sais, j'ai vu, là, moi, par exemple, j'étais là, puis des fois, je restais une heure ou deux, tu sais, puis je regardais les gens sans rien dire, je m'installais pour lire. J'ai vu à un moment donné, tu sais, je parlais de solidarité des femmes aînées Mohawks de Ganawagi, qui, sur l'heure du midi, ils arrivent avec de la bouffe qu'ils ont préparée dans des plats Tupperware. Puis ils nourrissent tout le monde là, puis ils distribuent ça. Puis une fois qu'ils ont fini, ils ramassent leurs affaires, puis ils s'en retournent. Tu sais, personne n'est vu ni connu. J'ai vu des gens, une famille, à un moment donné, qui est descendue de Pessamit pour équiper un des leurs qui était dans la rue à Montréal. Ils sont arrivés avec un habit de skidoo, de ski, des manteaux, des mitaines, des bottes, toutes sortes de vêtements pour qu'ils soient au chaud pour l'hiver, qu'ils ne soient pas seuls. Puis après ça, les gens repartaient à Pessamit. C'est Bécomo, le Pessamit. C'est long Quand en même. auto. Non, non, oui, Fait que oui. j'ai vu cette solidarité-là. J'ai vu comment les gens entre eux étaient. Et puis, tu sais, à travers des amis, à travers des gens que je connais, j'avais entendu plusieurs histoires. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que je ne sais pas de faire un essai, puis je ne sais pas de faire une bio de personnages qui ont vraiment existé dans la rue. J'essaie de me servir d'un personnage qui existe vraiment pour construire une histoire autour d'eux. Donc, je peux prendre des libertés, tu sais, comme par exemple, le personnage d'Élie Meshtanapeo, une amie m'avait raconté, ben, quand j'avais pris la photo avec Raymond, une amie de Pessamit m'avait raconté que, elle me dit, ouais, il paraît qu'il a tué son père, lui, Son quand il était père. jeune, qu'il est banni. J'étais sûr, ben, je ne suis pas sûr, même ça, j'ai entendu une histoire comme ça. Mais j'ai pas fait de recherche pour voir si c'est vraiment arrivé à Raymond. Mais ça m'a donné l'idée. Puis comme vraiment je le voyais, j'ai dédié le livre. Et quand j'ai fait l'émission avec Julie Snyder, la semaine des 4 juillet, ils ont amené sur la scène, à la TV, son frère et c'était sa fille ou sa sœur, je ne me souviens plus. Là, je me dis, oh boy, OK. Il parle. Puis moi, je ne l'ai pas trop nommé Raymond parce que comme tu sais, il m'avait inspiré un personnage, mais ce n'était pas nécessairement lui. Puis comme je l'avais vu souvent dans la rue, je le voyais souvent, Raymond. Tu sais, je voulais quand même lui rendre un hommage. Puis son frère, live à la TV, tu sais, explique que c'est lui qui a tué son père quand il était jeune, comme mon personnage dans le roman, sans s'en souvenir après, etc. Mm. Fait que là, je suis wow, OK, c'est comme la vraie histoire qui arrive. Alors, tu sais, je ne fais pas des recherches pour être précis, mais mon but, c'est pas que tout soit vrai, mais c'est que tout soit vraisemblable. Mhm. J'écris des romans. Même dans Cocom, il y a des choses que j'invente là, parce que je ne sais pas tout. Puis des fois, je fais des erreurs aussi, puis j'ai pas la. J'ai pas comme par exemple certaines personnes qui écrivent des romans historiques où tout doit être absolument vrai, exact. Vérifier les Oui, faits, donc vérifier. tout Moi, ça, les j'écris des recherches. romans. Par exemple, je me suis trompé dans Cocum sur la congrégation à Robertval. Ça fait deux, trois fois que les gens m'écrivent. Je dis, ouais, c'est vrai, ça se peut. C'était peut-être pas ces sœurs-là, c'était les autres. Là. Mais je suis désolé, mais c'est pas un livre historique. Puis, tu sais, c'est correct. Mais alors, je suis porté, moi, par une histoire qui est le désir de faire quelque chose qui est vraisemblable, pas nécessairement qui est 100% vrai. C'est de la littérature. Mhm.
On m'écrit que ça fait presque 30 minutes déjà, et probablement plus, qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, mais je pense qu'ils sont un petit peu gênés de clavarder puis de poser leurs questions. Alors, je relance l'invitation. Et Posez des puis, questions parce que si c'est moi qui les pose, ça va être plus dur. oh oh, Capable de bon, faire ben ça, on va poser justement, des questions. justement, il y a quelqu'un qui écrit ici, j'ai adoré Koukoum et j'ai été très touchée et par les personnages. Mon prochain projet est de poursuivre la lecture de votre œuvre. Elle m'amène à une meilleure compréhension de l'identité des Autochtones et cette personne vous remercie beaucoup. Ça me touche, puis je reçois souvent ce genre de commentaires-là parce que, et ça revient à ce qu'on se disait au début, Julie, c'est que moi, je Mhm. pense que les Québécois, ce sont des gens qui sont ouverts, ce sont des gens qui ont de bonnes âmes, puis qui croient en une forme de justice. Et le nombre de personnes, j'en reçois encore à chaque jour, qui me disent je ne savais pas que c'était comme ça. Puis là, ils ont lu Cocum, puis là, ils réalisent c'est quoi l'histoire. Et ils regrettent. Souvent, les gens me disent j'ai honte. Je dis toujours vous n'avez pas, vous, à avoir honte. Je dis, c'est comme c'est l'histoire. Puis ils me demandent qu'est-ce que je peux faire. Ben, tu sais, la seule chose qu'on peut vraiment faire, c'est être un citoyen informé. Oui, c'est ça, Puis s'ouvrir. s'informer sur les choses, puis après ça, d'être un citoyen qui va être plus éclairé. Et, et vous savez, c'est quand un livre, quand un roman, un livre, un roman, euh, on est à la place des personnages. On ressent Mhm. ce que les personnages ressentent. Puis ça, c'est la grande magie qu'il y a dans la littérature, c'est que ça nous permet de vivre à travers ces personnages-là des réalités qui sont souvent loin de nous. Et à partir du moment où on les a vécues, ça devient des choses qu'on sait parce qu'on l'a vécu d'une certaine manière. Alors, Mhm. c'est pourquoi, une des raisons pour laquelle moi j'écris. On écrit pour soi ou pour les autres d'abord? D'abord pour soi. Parce que, d'abord pour soi. Faut d'abord aimer qu'est-ce qu'on fait, même si j'aime jamais mes livres vraiment. Mais on écrit d'abord pour soi, puis après ça, on espère que les autres vont aimer ce qu'on écrit. Enfin, pour moi, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est ça, hein? Il s'agissait qu'il y ait une personne qui commence, puis après ça, whoop, on y va. Alors, dans le même sens, quelqu'un écrit: Merci, Monsieur Jean, de nous offrir vos histoires. Elles créent des ponts et nous aident à connaître nos voisins. Vos romans sont des outils extraordinaires pour la reconstruction des liens entre nous. J'en ai toujours plusieurs exemplaires chez moi et je les offre régulièrement à des amis et à des collègues de travail. Vos écrits sont Hmm. essentiels. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup parce que, puis, tu sais, les gens, ouais, mais comment c'est que Cocom est encore au palmarès? C'est assez de gens qui l'ont lu, parce que, tu sais, ajoute à ça les gens en bibliothèque, mais parce que les gens, justement, l'achètent, puis moi, je trouve ça juste wow. Parce que, quelque part, ça montre aussi ce que je disais tantôt, c'est-à-dire le fait que les gens au Québec ont cette ouverture-là, puis quand, à un moment donné, ils comprennent quelque chose, ben, tu sais, ils veulent aider les autres aussi à comprendre. Et comme c'est un petit roman qui n'est pas très épais, mais qui raconte quelque chose qui peut vous rester longtemps dans le cœur. Alors, merci, madame, puis merci à tous les gens qui. Moi, je me Qui sens nous choyé écoute. d'être lu, tu sais, parce que quand on écrit, ce qu'on veut, c'est être lu. Après ça, tu espères que les gens vont t'aimer. Et, tu sais, moi, je dis toujours qu'Almanda veille, puis je le pense vraiment. Puis Mhm. c'est un personnage qui, je pense, est bienveillant. Et quelque part, je me dis toujours qu'Almanda veille aussi sur mes livres. Alors, je me sens jamais complètement tout seul grâce à Amanda, Jeannette, puis toutes ces personnes-là qui ont été des personnes importantes. Et pour tous les livres que vous lisez aussi, si on enlève bon, tout ce qui a trait à l'actualité qui fait partie de votre quotidien, qu'est-ce qu'il y a sur votre table de chevet, Michel? Ben, je suis en train de lire actuellement ouais, comment ça s'appelle? C'est un livre que j'ai oublié le titre. Là. C'est écrit par Caroline Toblé, qui est une Libanaise. Puis c'est quelqu'un que je suivais à un moment donné sur Instagram. Puis quand est arrivée l'explosion à Beyrouth, j'avais écrit sur Instagram, j'ai dit, accepterez-vous de faire une entrevue avec nous? Puis là, elle avait décrit, son mari avait été blessé dans ça, puis on est resté en contact. Puis là, elle vient de publier un récit dont j'oublie le titre, les éditions de l'Harmattan. Et donc, c'est un récit qui raconte ce qui est arrivé, puis le désespoir des Libanais. C'est vraiment intéressant aussi. Je viens de finir, j'oublie aussi le titre du dernier livre de Jean Sioui,
c'est un mot en Wendat. Là. Le Wendat, c'est compliqué pour moi qui ne parle pas le Wendat. Mais ça raconte un peu la Ni vie. l'Innu, hein? Hein? Vous Non, parlez pas non. Innu non plus, hein? Je me débrouille un peu des fois en Innu, un peu, mais je ne le parle pas couramment. Il faut avoir grandi dans une communauté, puis encore beaucoup des jeunes aujourd'hui qui grandissent dans les communautés Puis il ne n'était parlent pas pas. question de prendre des cours? Oui, mais avec la pandémie, Oui, c'est ça. ça fait partie des choses qu'on est obligé de remettre, mais que j'ai dans mon collimateur. C'est ça. J'ai lu donc le dernier livre de Jean Sioui qui est publié aux éditions Anénorac. C'est le fun parce que ça raconte la vie sur une réserve. Puis Jean, c'est un gars qui a, je pense, 74 ans. Puis il écrit de la poésie. Puis ça, c'est le premier récit que je lis de lui, à part des nouvelles qu'il a écrites dans Amun puis dans Webke. Et c'est intéressant parce que, tu sais, les Wendat, ils n'ont pas le même passé que nous. Ils sont urbanisés depuis plus longtemps. Ils sont collés sur une grande ville, Québec. Et tandis que, tu sais, les gens de l'âge de gens qui sont Inuits de chez nous, ils ont connu le bois. Mais eux, c'est autre chose. Donc, c'est un roman qui est super intéressant. Puis, je le lis depuis un bout de temps. Puis après ça, quand je vais avoir fini, je vais lire le dernier Simon Roy, qui est mon prochain. Puis là, j'ai une pile à lire. Là, mais, c'est ça. Est-ce que Comme tout vous le avez... monde, à un moment Ben donné, oui, c'est ça. beaucoup de livres. Là, mais, Est-ce que vous avez des auteurs de prédilection, des auteurs préférés ou des auteurs qui ben, vous inspirent particulièrement, là? ben, tu sais, moi, je suis un fan de Romain Gary, vraiment. Je ne suis pas le seul sur la Terre, là, mais je pense que la promesse de l'aube, c'est le plus grand roman que moi, j'ai lu. Euh, Quand j'ai fini de lire ce livre-là, ça faisait une année, je me suis rendu compte, ça faisait 5 minutes que je flattais le livre. J'étais comme... Comment t'as fini? J'étais là, OK. Et j'aime beaucoup Marguerite Yourcenar aussi. J'aime beaucoup Annie Ernaux. Son livre Les années, à mon avis, est le meilleur. Où elle raconte toute l'histoire de sa génération. Puis la manière que c'est écrit, c'est vraiment original. Puis au début, tu sais, à un moment donné, tu te laisses prendre. Puis vraiment, ça, c'est un autre livre qu'on flatte à la fin. J'aime assez quelqu'un comme Jean-Christophe Ruffin, que je lis de temps en temps. J'aime beaucoup, des fois, Bec BD. Pas toujours, mais je le trouve talentueux, mais j'aime pas tous ses livres. Mais un roman comme un roman français est un livre que j'ai vraiment, 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 vraiment beaucoup aimé. Ici au Québec, je suis un grand admirateur de Gabriel Roy. J'ai pas lu encore tous ses romans, puis c'est que j'essaie de les lire régulièrement. Fait comme ça, pour moi, elle reste vivante. C'est quand même un auteur qui publie encore. Tandis que si je me jette puis que je lis tout, je vais avoir fini. Tandis que là, je peux la lire comme assez régulièrement. J'aime un auteur comme Alexandre Solzhenitsyn. Ça s'appelle Le pavillon des cancéreux. Puis c'est un titre épouvantable. Là. Je veux dire, personne n'a le goût de lire un livre qui s'appelle Le pavillon des cancéreux. Mais c'est vraiment un bon roman Mais c'est bon. sur l'humanité. Puis tout ça. Puis au Québec, je lis à peu près tout ce qui... Ben, pas tout, mais j'essaie de lire beaucoup de ce qui se publie pour avoir une idée de c'est quoi le marché. Comme j'ai beaucoup aimé le dernier Larry Tremblay, que j'ai même préféré, moi, à l'Orangerie, qui s'appelle Version finale de l'amour, quelque chose comme ça. J'ai trouvé vraiment, vraiment intéressant. Puis c'est ça. Je veux dire, j'aime beaucoup j'aime beaucoup lire des romans étrangers parce que ça me permet de voyager, ça m'initie. Tu sais, j'ai beaucoup aimé, par exemple, le dernier roman de Jonathan Coe, Le cœur de l'Angleterre, parce que ça raconte, bon, justement, l'histoire de l'Angleterre, ce qui mène vers le Brexit et tout ça. Puis c'est vraiment un grand auteur, tu sais. Et donc, souvent, je vais lire des livres comme ça. Je vais lire aussi le dernier Houellebecq que j'ai acheté, que je n'ai pas encore lu. C'est un auteur que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup l'intelligence puis le talent. Alors, je lis un peu de tout quand même. Un peu de tout. Et puis, on a un dernier commentaire, mais avant le dernier commentaire, j'aimerais vous entendre sur le prochain projet, par exemple. On va conclure après ça. Oui, en fait, mon prochain roman, pardon, c'est un roman. J'ai pas la COVID, là, j'ai comme une toux sèche quand je parle depuis un temps. On n'a pas peur. Non, je suis à distance. Avec les gens s'énervent ou s'inquiètent.
mon prochain roman, il va parler du massacre des chiens esquimaux, Oh. qui est quelque chose qui s'est passé dans les années Mhm. 60-70. Puis, une des raisons Ouais. pour lesquelles je m'intéresse à ça, c'est que, justement, quand je vous parlais plus tôt du fait que souvent on entend, oh, les pensionnats, c'est un phénomène anglais, c'était les Anglais, c'était pas au Québec, ça a commencé plus tard au Québec, il y en a eu moins, tu sais. Mais tout ça, c'est vrai, mais il y a des raisons à ça, notamment le fait que quand les Blancs sont arrivés au Québec, ben, ils sont intéressés à la vallée du Saint-Laurent, puis les Autochtones sont repoussés dans la forêt pour la plupart. Puis, tandis que quand ils sont arrivés dans l'Ouest, c'est la prairie qu'ils voulaient. Hein. Puis les Autochtones étaient dans la prairie. Puis qu'on a pris les Autochtones, on les a mis dans des réserves, on les a envoyés les enfants au pensionnat. Et quand au Québec, on a commencé à... Les pensionnats donc, sont apparus dans les années 1800 dans l'Ouest et en Ontario. Tandis qu'au Québec, c'est quand on est arrivé à exploiter la forêt puis les rivières que là, on est tombé sur les Autochtones. On le voit dans Cocum, d'ailleurs. Et donc, on les a pris, on les a mis dans des réserves, on a envoyé les enfants au pensionnat. La plupart des pensionnats dans l'Ouest étaient dirigés par des Québécois et des francophones. Et les Inuits, qui vivent dans le Grand Nord, eux, ont vécu à Mhm. l'abri de tout ça pendant longtemps parce qu'ils étaient Mhm. loin, personne ne s'occupait d'eux autres. Mais après la guerre, la Deuxième Guerre, pendant la guerre froide, puis tout ça, là, le Canada a commencé à s'intéresser au Grand Nord parce que quand tu regardes en haut, le prochain voisin, c'est la Russie. Puis on voit actuellement ce qui se passe, que il faut regarder les frontières. Et, euh, et donc, le gouvernement fédéral ne voulait pas avoir la responsabilité des Inuits parce que c'était déjà du trouble d'avoir les Autochtones, les Premières Nations. Fait que c'est le Québec qui en a hérité. Puis le Québec a regroupé tous les Inuits qui, jusqu'à dans les années 50-60, ils vivaient encore dans des igloos, là, tu sais. Mhm. Et puis c'était très bien en passant. Et là, ils ont occupé dans Avec, 14. Ouais, avec des chiens. ouais, exactement. Ils ont occupé dans 14 communautés. Chaque chasseur arrivait avec son chien et ses traîneaux. Et là, ça faisait beaucoup de chiens dans des petites communautés. Évidemment, c'était dangereux. Et là, le gouvernement a décidé ben, il a dit on va tuer les chiens. Puis les Inuits ne voulaient pas. Mais on a quand même tué les chiens. Puis quand le chasseur ne voulait pas tuer ses chiens, les policiers tuaient les chiens. On a donné des motoneiges aux Inuits en disant bon. Fait que là, aujourd'hui, on dit ils ont perdu la tradition. Les autres, ils se promènent en skidoo, ils chassent même pas. Encore une fois, c'est parce qu'on ne connaît pas l'histoire, les causes, etc. Donc, je Mhm. m'intéresse à ça, puis je fais un roman qui va traiter de cette question-là. C'est pas encore tout clair dans ma tête comment ça va finir, mais je suis rendu, mais ça avance. Là. Je vais commencer à écrire tranquillement. On a très hâte de vous relire. Et je lis ici quelqu'un qui vous écrit. Coucoum est un chef-d'œuvre. Merci, j'ai été frappé par ce que vous citez. J'ai été frappé que vous citiez Elisapie et son souhait que la partie vérité et toute la vérité soit respectée. Ça me frappe parce qu'un ami Oblat me disait la même chose. Nous ne sommes pas tous des abuseurs et nous avons fait beaucoup de bien aussi. Puis c'est vrai, C'est ça. les prêtres n'étaient pas tous des abuseurs, mais les institutions ont abrité beaucoup d'agresseurs. Moi, j'ai la cousine de ma mère qui l'été passé me racontait, elle était au pensionnat de Fort-Georges, puis elle a été agressée, elle me dit qu'elle avait été agressée sexuellement tous les jours pendant 8 ans par une religieuse. Oh, mon Dieu. Elle me racontait que les enfants, quand ils étaient au pensionnat de Fort-Georges, quand il y avait de l'outarde, par exemple, les religieux et les religieuses gardaient l'outarde pour eux, ils coupaient les pattes. Vous imaginez les pattes avec les pattes de canard, un peu comme. Ils mettaient ça dans l'eau, ça bouillait les pattes de canard, puis c'était la soupe que les C'était enfants bouillant. mangeaient. C'est ça, c'était le repas pour les enfants. Fait que la belle outarde bien grasse pour les eaux-là, puis la, les pâtes, l'eau bouillie dans l'eau pour les jeunes. Donc, alors, évidemment, c'est pas tout le monde. Puis d'ailleurs, dans Cocum, je fais bien attention pour montrer que c'est pas tout le monde. Non, C'est c'est-à-dire ça. dans Le vent en parle encore. Si vous Mhm. lisez mon roman Le vent en parle encore sur les pensionnats, vous allez voir que Oui. c'est pas tout le monde qui est un agresseur dans ça. Puis qu'il y en a qui étaient contre, puis il y en a d'autres qui étaient un peu pris dans un système qui ne savaient pas trop comment faire. J'ai essayé de laisser transparaître ça encore parce que je compte, moi, les simplifications. Puis c'est jamais blanc, c'est jamais noir. Mhm. Et Ben, j'essaie de mettre ça dans mes romans aussi. on revient un petit peu au début de l'entrevue, on boucle la boucle. Donc, comme vous disiez, il faut sortir la part de vérité avant que la compréhension soit Mhm. possible et la Voilà. réconciliation aussi. Voilà. Voilà. Ce qui me donne Donc, espoir, c'est l'ouverture des gens. Puis je dis souvent, le succès de Cocum puis de Joe Jaggi, si les livres sont au palmarès, puis si on en a vendu autant, c'est pas parce que c'est des Autochtones qui les achètent, c'est parce que c'est des Québécois qui achètent un livre qui raconte une histoire autochtone, écrite par un auteur autochtone. Et ça me donne foi. eh bien, j'invite les gens
à vous lire, si ce n'est pas déjà fait, Joe Jagge aux éditions Libre Expression, de même que Atuk, Kukum et Amun. Ouais. C'est bien ça? Oui. C'était une trilogie. Merci infiniment, Michel Merci, Jean. Julie. Merci tout le monde. Hein? Merci pour cette belle rencontre. Bonne suite des choses à vous. Et puis, en terminant, à la maison, j'aimerais vous dire que si le cœur vous en dit, vous pouvez continuer à bouquiner sur le site web du Salon du Livre, slow.qc.ca. Alors, vous circulez dans Mon Carnet, l'espace Mon Carnet, ou encore, vous allez dans votre bibliothèque ou votre librairie préférée et vous allez retrouver tous les Michel Jean possibles. Je rappelle que le slow se poursuit encore jusqu'à demain, 43e édition du Salon du Livre de l'Outaouais, et que tout le contenu est disponible du bout des doigts d'un seul clic. Au revoir et puis à la prochaine. Au revoir, Michel. Et out. À bientôt.